7 octobre, bonjour, bienvenue. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour commenter et débattre de l'actualité avec évidemment le plan de sobriété. Je baisse, j'éteins, je décale. Est-ce que vous allez suivre les conseils du gouvernement? On en parle avec vous, avec Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS. Bonjour. Bonjour. Lamia El Harraj, conseillère de Paris et porte-parole du Parti socialiste. Bonjour. Bonjour. Régis de Castelnau, avocat. Bonjour Régis. Bonjour tout le monde. Ça marche du côté de la Provence? Ça va, il faisait un temps magnifique hier, je pense que ce sera la même chose aujourd'hui. Très bien. Il faisait 30 sur la terrasse. La météo, voilà. la météo provençale. Vous êtes l'auteur de ce livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et vous avez un blog Vue du droit. Et Paul Midi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne et vous êtes le petit nouveau aujourd'hui. Alors, plan de sobriété, infantilisant, que de la com, utile, qu'en pensez-vous? Les partis politiques, c'est notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Le Rassemblement national est en tête des bonnes opinions pour les Français. Et Jean-Luc Mélenchon appelle à défiler le 16 octobre prochain. On va revenir sur ses propos, sur ce tweet qui fait polémique. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Régis. C'est hors politique. Oh non, c'est très politique. Non, oui, c'est très politique. Oui, je dis une bêtise. Tout à fait, vous avez raison. C'est si vous voulez, le spectacle de l'agression de ce jeune handicapé à Évry. Double agression, hein, il a été agressé de façon extrêmement brutale, parce qu'on le harcèle depuis déjà un petit moment. Ouais. Il y a eu des réactions, il y a eu la justice s'est saisie de l'affaire. Eh bien, histoire de le punir, on a recommencé le jour même, l'après-midi même. On a recommencé. Et alors, ce que je trouve, il y a deux choses qui me scandalisent et qui font que je pense qu'il faut pas qu'on s'habitue. Hein. C'est premièrement que c'est filmé, que tout le monde rigole. Hein, alors c'est d'une brutalité totale et donc il y a je sais pas qui d'ailleurs qui intervient, qui sépare tout le monde avec beaucoup de calme et tout, chapeau à lui, mais je veux dire les gens qui sont autour, qui n'interviennent pas, celui qui filme doit être poursuivi. Ça c'est la première observation, hein, et tout ça je trouve qu'on finit par s'y habituer, c'est insupportable. La deuxième, c'est que l'administration est mise en cause, l'administration de l'éducation nationale, et là elle répond, mais pas du tout, on a conseillé à la famille de porter plainte. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? La famille, ils ont déjà un problème avec un enfant handicapé, c'est déjà une tragédie pour eux. Hein. Il faut qu'ils aillent ensuite trouver le moyen d'aller voir le procureur, ils ne savent pas comment ça fonctionne, c'est à l'administration. Et moi, ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir en termes de gravité, etc., mais ça renvoie à l'affaire Paty. L'administration dit, on a conseillé de porter plainte, mais c'est au proviseur d'aller voir de demander un rendez-vous au procureur. C'est au recteur de demander un rendez-vous au procureur et d'emmener les parents pour qu'ils soient entendus immédiatement. Qu'est-ce que c'est que cette façon de se défausser, hein, moyennant quoi aujourd'hui on a sur les réseaux le spectacle, et puis je veux dire c'est tous les jours au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a une forme de tolérance d'une violence quotidienne comme ça qui est insupportable. Alors bon, voilà, c'est un peu café du commerce, mais moi ça m'a hier j'étais très mal à l'aise avec tout ça. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? C'est très très difficile. Ah bon? Non, mais le parquet a ouvert une enquête. Très difficile. Non, mais le parquet a ouvert une enquête. Oui, il a ouvert une enquête. Attendez, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de prendre les mesures. Hein. C'est très difficile. Il n'y a pas une police en France. Il n'y a pas une justice en France. Vous savez, moi j'entendais l'autre jour des policiers qui faisaient des paris. Hein, ils avaient arrêté quelqu'un le matin, ils disaient avant cet après-midi, il sera libéré pour des infractions assez graves. Hein, moyennant quoi, un autre disait ah ben non, moi je prends, non seulement il sera libéré, mais en plus on va le retrouver parce qu'il aura recommencé. Et alors c'est arrivé. Bon, moi écoutez, je veux bien, on a une vraie un vrai problème désormais dans les centres-villes, dans les transports en commun, hein, et on est dans le déni. Alors bon, je sais, hein, on va me dire que tout ça c'est de l'extrême droite, etc., etc. Je l'assume très bien parce que je suis un professionnel de la justice justement, et je considère qu'elle ne fait pas son travail. Alexis, vous qui êtes adjoint dans une mairie.
Oui, puis je prends les transports souvent. Oui, vous prenez les transports, oui. Donc, bon, ça peut arriver d'assister à des violences, à des bagarres. Ça fait partie de la vie urbaine. Effectivement, il y a beaucoup de monde, il y a des endroits où il y a des problèmes de délinquance. Mais enfin, effectivement, ce qui aussi rend insupportable cette violence, c'est que c'est filmé et qu'avec les réseaux sociaux, ça prend une ampleur. Donc après, il faut aussi que les sujets soient traités, mais en même temps, je pense que c'est bien de venir sur les plateaux, dénoncer cette violence-là, mais après, il y a aussi le temps de la police, de la justice. Il y a des enquêtes. Quand il y a, je sais pas s'il y a une bagarre générale, vous voyez, si vous assistez à une bagarre dans une gare, bon il y a une enquête pour savoir qui a déclenché la bagarre. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas spontanément la science de savoir qui est responsable de quoi. Donc après, et puis ce qu'il faut, c'est que la justice, quand il y a des faits graves, des agressions physiques en particulier, effectivement, il faut que ça débouche sur une procédure judiciaire et que les procureurs se saisissent. Voilà. Ce qui renvoie aussi d'ailleurs. Je pense que Régis le sait, aux moyens qu'on donne aussi à la justice pour pour poursuivre, parce qu'à un moment donné, tribunaux débordés, ça existe aussi, quoi. Alexis, donc il suffit pas de constater, quoi. Il faut aussi, quand on est responsable. Régis n'est pas élu, mais enfin nous, on n'est pas simplement dans le commentaire. On essaie de trouver des solutions. Quand on est député, on vote les budgets de la nation. Quand on est élu local, on mène des politiques de prévention et de sécurité. Bon voilà, on fait notre boulot, quoi. Moi, je pense qu'il faut interpeller aussi la justice, parce que moi, je veux bien l'agression de ce jeune homosexuel. Que tout le monde a vu il y a 1 an et demi. Ils sont passés, ceux qui l'ont matraqué, ceux qui l'ont tabassé, sont passés, c'est 30 heures de travaux d'intérêt général, la sanction. Vrai. Je veux bien. L'homophobie, finalement, c'est pas grave, on peut continuer. Non, il y a un vrai problème de prise en charge. C'est pas seulement la justice. Attendez, je suis avocat, donc la justice, son formalisme, etc., j'y tiens beaucoup. Mais cette dérive, cette violence doit être prise en charge. Ce qui n'est pas la même chose que de dire on s'en remet à la justice. C'est la réponse pénale. Alors, vous vouliez dire un mot, un tout petit point. Alors d'abord, c'est vraiment absolument monstrueux, que ce soit l'agression du jeune homosexuel ou là du jeune handicapé. C'est monstrueux, ces images. Moi, je rajoute un point à tout ce qui a été dit, c'est que ces images, elles ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Parce que la façon dont elles sont présentées, c'est un appel à la violence, appeler à d'autres jeunes de faire ça parce qu'ils trouvent ça rigolo. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à renforcer la législation pour que les plateformes ne puissent pas garder ce type d'images. Et les interdire. Enfin, on voit que dès qu'il y a un bout de sein, le compte peut être censuré. Exactement. Et là, on voit des gens se faire lyncher régulièrement sur les réseaux avec des comptes, c'est pas des lol ou je sais pas quoi. C'est inadmissible, ce genre de... Lamia. Moi, je rejoins complètement. Je crois qu'il y a deux choses qui sous-tendent ça. C'est d'une part la question de la justice et des délais pour rendre justice, parce qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. Et on le voit dans tous les cas de violence, d'agression. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la question des violences sexistes et sexuelles. Quand vous avez en moyenne 4 ans et demi pour que votre plainte soit prise en charge et que la procédure aboutisse à quelque chose, ça pose quand même question par rapport au droit à la réparation pour les victimes. Et deuxièmement, sur la question des réseaux sociaux, moi je rejoins complètement. Pour ma part, j'ai plaidé pendant longtemps pour qu'on réglemente davantage les plateformes et les contenus de haine, les contenus que je trouve particulièrement choquants, violents sur les plateformes. Elles ont une part de responsabilité importante et dans l'escalade de violence, parce qu'il y a aussi des vidéos qui se font écho et là-dessus je vous rejoins complètement. Et au-delà de ça, c'est une forme de promotion en fait de la violence. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on les entend rigoler. Moi, j'ai été extrêmement choquée par cette vidéo, parce qu'au-delà de ça, on est tous parents, on a tous autour de nous des jeunes, des moins jeunes, des personnes en situation de handicap. C'est comme le monsieur de 92 ans qui a été roué de coups il n'y a pas longtemps par de la Villette. C'est tout aussi choquant et c'est inacceptable. Et le jour où notre société est en capacité de s'accommoder de ça, je crois qu'on va vers quelque chose d'extrêmement grave. Et on le voit bien, l'augmentation des actes de violence traduit aussi une forme de tension au sein de notre société, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir. On va y revenir. Peut-être juste pour un dernier mot d'optimisme, parce que vous parliez de effectivement la régulation des plateformes. Il y a un règlement européen, le DSA, qui a été passé pendant la présidence française de l'Union européenne, qui va arriver en France l'année prochaine. Donc on a de la matière pour avancer sur ces sujets. Et puis vous parliez du budget, on va discuter à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et le budget de la justice, on va l'augmenter de 8% pour l'année prochaine. Ça sera la 3e année consécutive. C'est une hausse historique. Je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes,
mais au moins ça va dans le bon sens. Alors, j'aimerais quand même juste réagir. Le budget de la justice, bon, j'entends dont acte et je ne ferai jamais partie de ceux qui diront que ça n'augmente que de 8%, mais toujours est-il que ça n'augmente que de 8%. Je crois que la problématique, au-delà de la question des moyens, enfin, je crois que vous vous souvenez quand même sans doute de cette tribune qui a été signée par quasiment tous les magistrats, greffiers de France, qui appelaient à une vraie prise de conscience des problématiques actuelles de justice. C'est qu'une société où la justice ne fonctionne pas est une société qui se délite. Parce que le sentiment d'injustice augmente, le sentiment d'impunité augmente, et forcément, c'est une société qui va de plus en plus mal. Je crois qu'au-delà de la question des moyens, qui doivent être beaucoup plus conséquents, il y a aussi une question de comment est-ce qu'on rend la justice, le sens de la peine et l'échelle des peines dont il faut qu'on redébatte absolument. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens, et on le voit d'ailleurs régulièrement, il n'y a pas longtemps, je regardais un monsieur dont le petit garçon a été percuté par une voiture, malheureusement l'enfant est mort, qui a été traîné sur je ne sais combien de mètres par un chauffard en fuite, et qui dit mais je ne comprends pas pourquoi cette personne est sortie tout de suite de sa garde à vue quelques heures après. Et je comprends que ce soit l'échelle des peines actuelles, mais je comprends la position de parents qui se disent mais enfin elle a tué mon enfant, et en plus dans des situations absolument déplorables. Donc là pour le coup je crois que on doit vraiment s'interroger en tant que responsable politique sur c'est quoi aujourd'hui le sens de la justice et comment est-ce qu'on doit rendre justice. C'est majeur, vraiment, je suis persuadée que si on ne fait pas ça dans les prochaines années, on va vraiment vers une société qui va aller de plus en plus vers l'affrontement, parce que tout le monde en gros a le sentiment de pouvoir faire ce qu'il veut, et que quand il vous arrive quelque chose, et ben en fait la justice n'est pas rendue. Je mets beaucoup de guillemets à tout ça, mais je crois que c'est quand même un sentiment de plus en plus partagé, et je le regrette. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h. Alors, juste quelques secondes, on reste sur la justice. C'est Sophie de Menton hier qui m'a envoyé cette publicité. Publicité, oui, c'est une publicité faite par le ministère de la Justice. Mon patron refuse mon congé parental. Et la photo qui illustre cette phrase, c'est la photo d'une femme qui semble sortie d'une geôle après des tortures terribles. Elle a les cheveux, on dirait rasés. Elle a une épaule qui sort de son pull comme si elle avait été battue. Donc mon patron refuse mon congé parental, besoin de justice, appelez, on vous dit quoi faire au 30-39. Donc ça a mis évidemment Sophie de Menton et son mouvement patronal dans une rage folle, puisque c'est un droit que très peu, que les patrons sont quand même dans une merde noire, il n'y a pas d'autre mot, et qui se battent aussi pour leurs salariés. Donc elle a fait un communiqué de presse. Là-dessus, le ministre de la Justice a demandé à lui parler. Donc elle a appelé Éric Dupond-Moretti, qui lui a dit qu'il n'était pas au courant de cette campagne et qu'il allait arrêter cette campagne. Voilà. Donc, alors il a en même temps tenté de défendre ce truc, mais je trouve ça quand même assez incroyable qu'on fasse une campagne comme celle-là avec une stigmatisation quand même du patronat. Enfin, sans défendre les patrons, qui me semble un petit peu hors de propos à l'heure actuelle. Alors, moi, ça ne me choque pas qu'on délivre une information, c'est-à-dire de dire, vous souhaitez avoir des informations sur votre droit au congé parental, n'hésitez pas à appeler au 3909. Mais effectivement, la campagne est assez... Je vous montre la photo, si vous nous suivez sur Facebook, assez YouTube. Mais et que le ministre ne soit pas au courant, alors il ne peut pas être au courant. Alors ça ne me choque pas complètement. Enfin, je veux dire, il y a une direction de la communication au ministère de la Justice, j'imagine que cette direction de la communication décide d'un certain nombre de campagnes et qu'il ne les valide pas entièrement. Enfin, honnêtement, ça me choque pas. Régis, vous l'aviez vu ou pas ? Non, je l'ai pas vu, mais je suis pas ministre, mais non, là je pense qu'il n'était pas au courant, je comprends. En revanche, il était moins crédible quand il avait dit qu'il était absolument pas au courant de la course de karting dans la cour de la prison de Fresnes. Non, mais c'est pareil. C'est pareil. Il y a des chaînes décisionnelles qui ne remontent pas forcément jusqu'à lui, heureusement. Non, c'était pas crédible ça. Et d'ailleurs, j'étais partisan de cette initiative parce qu'il fallait un petit peu de soupape et tout, on en a parlé sur ce plateau. Moi, je voudrais revenir 2 secondes sur la question de l'augmentation du budget. Mais on part de tellement loin. En Europe, on est le mauvais élève. C'est-à-dire que par rapport à l'Allemagne, on a un ratio qui est inférieur de moitié. Parce que les Allemands consacrent leur justice, le nombre de magistrats, les budgets, etc. Il y a je vais dire du bien d'un socialiste, ça m'arrive pas souvent, il y a un garde des Sceaux qui a parfaitement pris conscience de ça et qui est allé se bagarrer à Bercy, mais il est resté très peu de temps, c'était Urvoas. Quand il y a eu le gouvernement Cazeneuve assez court, et qu'il a pris le problème à bras-le-corps parce qu'il a pris conscience de ça. Non, mais c'est bien dire,
Paul oui, Miguel, vous connaissez bien le sujet, mais attention, attention. Régis, on va avancer parce qu'on a beaucoup... Moi, je reviens juste sur la campagne, sur le premier sujet. Bon, effectivement, le visuel est étonnant. Après, ce qui est important, c'est qu'il faut quand même garder en tête, nous, dans notre combat pour l'égalité homme-femme, qu'il existe encore parfois des entreprises et parfois des petites entreprises dans lesquelles c'est gênant ou ça peut être considéré comme gênant de prendre un congé parental. Donc je trouve qu'on communique là-dessus est une bonne chose. Non, et il faudrait communiquer aussi, par exemple, sur... C'est la manière, c'est-à-dire que cette femme qui semble totalement sortie de je ne sais où. Surtout le congé parental concerne aussi les hommes et ce serait bien de le rappeler. Parce que moi je vois typiquement mon conjoint, lors de l'arrivée de notre premier enfant, il a pris son congé parental qui ne pouvait pas lui être refusé. Il a été licencié à son retour de congé parental parce qu'un homme qui ose prendre un congé parental pour s'occuper d'un de ses enfants, c'est apparemment encore en France particulièrement choquant. C'est la communication, c'est la manière dont la communication est faite. Ça, c'est inacceptable et on a d'ailleurs doublé le congé pour les papas de 14 à 28 jours. Très important de rappeler. Allez. Si on pouvait aller jusqu'à 3 mois, ce serait Alexis, parlons aussi de ce qui se passe en Ukraine. Oui, parce qu'on en parle moins forcément. Bon, on en parle beaucoup quand même. Il y a des chaînes qui ne font que ça. Alors, il y a quelques chaînes qui s'y consacrent. Il y en a d'autres qui en parlent moins. Non, mais je pense. Non, mais BFM s'y est mis. Comme ils ont vu que ça faisait de l'audience, tout le monde se met à faire de l'Ukraine, à parler de l'Ukraine. Non, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est probablement la crise internationale la plus grave. Depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens qui comparent la crise que nous vivons à celle des missiles de Cuba en 1962. Moi, j'étais pas né, mais enfin, le monde était au bord de l'apocalypse nucléaire. D'ailleurs, Joe Biden a encore fait une déclaration à ce sujet ce matin. Donc, c'est vrai que c'est quand même une épée de Damoclès de se dire que il y a un conflit en Europe et qui pourrait dégénérer en autre chose, de bien pire que ce que nous vivons déjà. Mais peut-être que l'espoir, c'est d'espérer quand même qu'à un moment donné, compte tenu de la situation militaire et en particulier de l'effondrement de l'armée russe, on puisse avoir peut-être une mise en échec de Vladimir Poutine qui l'amène à reconsidérer sa position, parce qu'aujourd'hui on voit pas très bien. Ou à appuyer sur le bouton nucléaire. Ou à appuyer sur le bouton nucléaire. Il a déjà fait beaucoup de choses stupides, et la première étant de décider l'invasion de l'Ukraine. Mais après, est-ce qu'il ira jusque-là? Il y a des oligarques autour, c'est des gens qui se sont énormément enrichis. La Russie, c'est un des pays les plus corrompus du monde. Est-ce que tous ces gens-là qui ont amassé des milliards sur le dos du peuple russe ont envie de finir leur vie dans un bunker au fond de la Sibérie? Je ne suis pas certain. Vladimir Poutine lui-même s'est extrêmement enrichi. Après, effectivement, il y a un mécanisme, une fuite en avant qui peut nous inquiéter. Mais en même temps, à part effectivement que l'armée russe soit définitivement battue militairement et que donc le régime soit mis à genoux, on voit pas très bien comment on va s'en sortir, puisqu'on a aujourd'hui des positions qui sont devenues diplomatiquement irréconciliables. L'annexion de ces 4 régions ukrainiennes, c'est vraiment le pas qui veut montrer la détermination du pouvoir en Russie, mais qui aussi rend impossible toute solution de paix avec l'Ukraine, qui évidemment ne va pas se laisser dépecer par son encombrant voisin. Donc moi, ce que je voulais rappeler ce matin, c'est qu'effectivement, on était loin d'en avoir fini avec cette crise, mais que aujourd'hui, la décision qui a été prise de soutenir l'Ukraine, sa souveraineté, est quand même la bonne décision, parce que sinon, on ne sait plus trop où ça allait s'arrêter, cette histoire. Le commentaire Oui, je pense qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on n'entre pas en guerre? On a entendu qu'Emmanuel Macron avait décidé l'envoi de canons, c'est ça, supplémentaires? Oui, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais on continue, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'on trouve la bonne façon de faire, en gardant quand même le dialogue, en étant très prudent mais en étant ferme, et en aidant l'Ukraine sans entrer en guerre, parce que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, soyons très clairs. Mais je pense qu'il faut continuer cette action-là. Parce que vous voyez, si on ne l'avait pas faite, peut-être que l'Ukraine n'existerait plus aujourd'hui. Les choses ne sont pas si simples, et je pense qu'il faut qu'on reste ferme. C'est le combat de la liberté qui se joue en Europe, donc c'est très important. Et la paix. Depuis le début, c'est vrai que j'ai toujours dit que sur cette position-là vis-à-vis de l'Ukraine, la seule position qui était entendable pour les progressistes, c'était celle qui a été prise par le chef de l'État, et on la salue. Maintenant, il est vrai que la situation s'embourbe, et l'issue me paraît être de plus en plus incertaine. Je crois qu'Elisabeth Borne, la première
ministre a appelé à se remettre autour de la table des négociations. Je pense que c'est une bonne chose, qu'il faut continuer à tendre la main de la diplomatie pour essayer de résoudre ce problème, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables. C'est une question de cohérence par rapport aux valeurs que nous partageons au sein de la République française, parce que je crois qu'avant tout, on est tous républicains et c'est ce qui est important. Juste quand même une petite chose par rapport aux oligarques, il faut quand même préciser que depuis quelque temps, je crois qu'on parle d'une épidémie de suicide dans l'entourage de Vladimir Poutine. Il faut quand même aussi souligner ça et ne pas oublier qu'au sein de la Russie, il y a aussi des gens qui souffrent dans la population russe, et notamment des dirigeants qui, semble-t-il, de plus en plus se suicident dans des proportions qui sont de plus en plus importantes. Il y a même une opposition démocratique, c'est-à-dire qu'ils soient en prison, soit en exil, soit assassinés. Mais il y a quand même des gens en Russie qui ne partagent pas les options de Vladimir Poutine. Je crois qu'on a tous vu les images qui circulent depuis quelques temps, notamment suite à la mobilisation générale qui a été décrétée par Vladimir Poutine. C'est quand même des images qui sont assez poignantes et qui montrent aussi qu'il y a en interne de la population russe des gens qui résistent et qui n'ont absolument pas envie de voir cette situation se produire et qui n'ont pas envie d'aller massacrer des gens au nom d'une guerre décrétée par un homme seul. Et c'est ça qu'il faut rappeler aussi. Ouf. Là, j'ai eu droit à toute la doxa. Hein. Bon, alors, mon cher Alexis, l'armée russe s'effondre. Je vais vous poser une question. En ce moment, ça va mal. Comme l'économie russe qui s'effondre. Hein, comme aussi, oui, absolument. Ça va pas très bien. Non, c'est ça, oui. Non, mais c'est ça. L'économie russe s'effondre. Petit article à lire ce matin de Jacques Sapir qui connaît ça par cœur et qui nous explique qu'elle ne va pas si mal. C'est pas le paradis. Hein. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que je constate qu'on est en train un peu de s'auto-intoxiquer pour se rassurer. Alors, on va pas gâcher la matinée à expliquer la situation militaire sur le terrain ou à revenir sur effectivement les positions de la France. Il aurait peut-être mieux valu respecter notre parole et, je l'ai dit sur ce plateau, imposer les accords de Minsk. Et s'ils avaient été imposés et que M. Macron les avait lus plutôt que de faire la démonstration qu'il ne les avait pas lus, je pense que cette guerre ne se serait pas déclenchée. Je vais dire une seule petite chose. Effectivement, là, j'ai entendu les oligarques là-bas, la corruption, qui est quand même moindre. C'est pas vrai, Régis ? C'est pas vrai tout ça ? Je pense que la France... Il n'y a pas de corruption en Russie ? Non, mais attendez. Alexis, Alstom, McKinsey, est-ce qu'il y a de la corruption en France ? Oui, beaucoup. C'est peut-être pas comparable quand même. Non, c'est pas comparable. Non, c'est pas comparable, non, d'accord. 160 millions d'euros volés dans l'affaire Alstom, c'est pas cher. Bon, mais ce que je veux dire... Non, ce que je veux dire, rapidement, Régis. Je veux dire une chose toute simple, c'est que le pays le plus corrompu d'Europe s'appelle l'Ukraine, bien avant, mais ça c'est autre chose. Je veux dire qu'hier, venir dire isolé, effondrement et tout. Hier, l'événement intéressant, c'était quoi ? C'était la décision de l'OPEP, prise et imposée par l'Arabie Saoudite et la Russie, qui est tellement isolée, de diminuer de 2 millions de barils jour la production de l'OPEP. Hurlement aux États-Unis, conséquence qu'il va y avoir, c'est-à-dire que les Américains vont devoir taper dans leurs réserves stratégiques et vont devoir interdire l'exportation vis-à-vis de l'Europe. Que la situation soit si formidable et que l'armée russe s'effondre, je pense qu'on ferait bien de regarder ce qui nous attend, nous, après en plus le sabotage pour l'Allemagne des gazoducs. C'est un peu la méthode Coué. Regardons les choses en face. Soyons réalistes, et je vais me permettre, et je termine, Valérie, promis, de donner un petit conseil concernant cette situation et la situation militaire, c'est d'aller prendre des informations aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, le débat contradictoire, il existe. Il y a des élections bientôt, etc. Et là, on trouve des analyses sur la situation économique, sur la situation militaire, qui ne sont pas celles que je viens d'entendre. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons jusqu'à 10h et je pense que nous n'aurons pas le temps de traiter tous les sujets. Lamia, vous, c'était un coup de cœur pour le PS. Voilà, ça n'étonnera personne. Dit comme ça, voilà, ça n'étonnera personne. Ça peut paraître, mais je vais expliquer, ça peut paraître un peu dissonant par rapport à ce qu'on est en train de se dire, mais effectivement, je voulais vous partager une petite actualité, puisque aujourd'hui, on en parle depuis tout à l'heure, aussi à une forme d'effondrement du système politique, où on voit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés pour être en capacité d'exercer le pouvoir. Exercer le pouvoir, c'est aussi trouver des consensus et nouer un certain nombre de relations de travail qui permettent de faire avancer la cause commune.
Et là-dessus, c'est vrai que le Parti socialiste, c'est pas le seul, mais va pas très bien depuis quelques temps. On est sorti d'une phase présidentielle législative qui a été extrêmement compliquée, qui nous a vu aussi rentrer dans un chemin d'union qui était censé être en capacité de prendre le pouvoir. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et donc là, on amorce une phase interne qui s'appelle donc un congrès. C'est le 80e congrès du Parti socialiste. Et on a lancé à quelques-uns un mouvement interne qui s'appelle Refondation au pluriel. Et qui appelle refondation, justement renaissance et qui oui c'est vrai, mais qui appelle à il y a beaucoup de en espérant que cette fois le soit suivi d'une dynamique qui permette de redonner de la vitalité et de la force à ce grand parti, ce très ancien parti qui, je crois, dont la disparition ne bénéficiera à personne. Non. Et on le voit d'ailleurs depuis qu'on a lancé ce mouvement, on est rejoint par beaucoup de gens qui ne sont pas adhérents du PS, par des gens qui sont adhérents du PS et qui nous disent très bien, essayons de construire, de nous remettre au travail, essayons de construire des perspectives pour redonner de l'espoir et en interne mais aussi à l'extérieur, parce qu'on ne se résout pas de la situation qui est en train de se produire et de la montée des populismes. On va en reparler avec notre sondage. Paul Midi, vous, votre coup de gueule? Moi, c'était plutôt un coup d'effroi quand je me suis rendu compte que le Front National avait 50 ans. Vous savez, maintenant, quelques mois, je vais avoir 40 ans, donc j'y réfléchis. Vous savez, c'est des moments importants dans la vie et je me suis dit, le Front National, 50 ans. Et donc, je pense, depuis le début, une majorité de Français considèrent que le Front National, c'est un parti qui est dangereux pour la démocratie. Ça, c'est inversé, ça vous a pas échappé. Alors ça, ils sont toujours une majorité de Français qui le pensent. Mais non, la majorité pense que c'est la France insoumise. Il y a deux partis qui sont que les Français considèrent comme étant dangereux pour la démocratie. Et maintenant, le LFI. Sauf qu'ils existent, qu'il y a des gens qui votent pour eux, que Marine Le Pen s'est retrouvée au second tour de la présidentielle. Bien sûr. Donc on peut pas non plus dire que diaboliser ces partis d'une manière générale. Diaboliser, ça sert à rien, ça n'a pas marché. Par contre, marquer la différence que ce sont des partis d'extrême. Pour le Rassemblement national de l'extrême droite, pour le LFI, l'extrême gauche, avec des mécaniques de rejet, des mécaniques de violence, qui finissent toujours pareil d'ailleurs dans l'histoire. Mais vous croyez que ce discours-là, aujourd'hui, il est audible? Je pense qu'il faut... Il y a 42% des Français qui ont voté pour le Rassemblement national, plusieurs dizaines de millions de Français. Et vous leur avez permis d'avoir 2 vice-présidents à l'Assemblée nationale, quand même accessoirement. Je pense qu'on a surtout, grâce à Emmanuel Macron, évité que Marine Le Pen soit présidente de la France aujourd'hui. Pourtant, en 2017, il avait dit que ça ne se reproduirait pas. Ce qu'il faut toujours dénoncer, je pense, c'est qu'avant, on avait un parti d'extrême qui effectivement est assez puissant politiquement. Maintenant, on en a un deuxième, c'est la France insoumise. Et ça, c'est un peu mon coup d'effroi du jour. Alors, dans notre balise d'opinion, IFOP Fiducial pour Sud Radio, c'est une balise donc qui analyse de façon régulière l'opinion, les bonnes opinions, la cote d'opinion des principaux partis politiques. Le Rassemblement national est à 37% de bonnes opinions. EELV, Europe Écologie Les Verts, 37%. Renaissance, donc ex-La République En Marche, 34%. Les Républicains, 31%. Le Parti Socialiste, 30%. Le Modem 28, le PC 27, la France Insoumise 26, Horizon 26 et Reconquête 20. Mais le Rassemblement national est en tête ex aequo. Oui, alors moi j'avoue, je retiendrai le sondage d'Ipsos qui regarde la capacité à gouverner d'un parti. Et la Renaissance, nous sommes bien devant le Rassemblement national et bien devant LFI. C'est ça que je retiendrai, parce que là, dans la question que vous posez, c'est ce qu'on apprécie, c'est assez vague, et on retrouve le score qu'a fait effectivement Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Oui. Alexis Bachelet. De toute façon, je pense que quand on n'a plus comme argument à opposer à une formation politique l'aptitude à gouverner, ça veut dire que en fait, on est politiquement désarmé. Le combat, il devrait être sur les idées. Il faudrait rappeler les idées du Front National qui ont été quand même reprises par le Rassemblement National, même si aujourd'hui il y a une volonté de ce parti de se banaliser, d'apparaître dans le paysage comme un recours possible. Mais de fait, quand on entend ces discours sur l'aptitude à gouverner, en fait, ça veut dire qu'on lui ouvre quasiment la porte, parce que c'est les Français.
c'est les souverains, c'est le suffrage universel qui donne la capacité à gouverner. C'est pas à un parti politique ou à un gouvernement de décider qui peut... Non mais là on parle d'un sondage qui est rempli par les Français. Voilà. Mais vous dites votre effroi, mais si le parti existe depuis 50 ans... C'est plus dans l'effroi qu'il faut être. C'est qu'il correspond aussi... Il correspond à quelque chose. Oui, mais vous savez, moi je me lève le matin justement pour me battre contre ça, pour être dans le combat d'idées. Mais est-ce que vous estimez que votre président, votre leader, Emmanuel Macron, a réussi dans ce combat ? Je pense que si on avait réussi à faire en sorte qu'aucun Français ne vote pour le Front National, ça se saurait. Mais par contre, effectivement, je pense que si vous regardez la dernière présidentielle, sans Emmanuel Macron, je pense que Marine Le Pen aurait été présidente de la République. Donc nous, notre combat, il est utile et on va continuer à l'avoir. Alors, je trouve que vous donnez un peu le bon rôle, excusez-moi, mais pour le coup, en 2017, Emmanuel Macron a dit que ce quinquennat, donc celui 2017-2022, allait être celui où on allait endiguer la montée du Front National. Résultat, en 2022, 89 députés RN à l'Assemblée nationale. 89 députés RN que vous avez contribué à institutionnaliser, c'est-à-dire qu'au moment où il y a eu les désignations dans un certain nombre d'instances de la République, au moment où il y a eu les votes pour la composition du bureau et de la présidence de l'Assemblée nationale, vous avez fait le choix de leur donner une place et de considérer que, vu qu'ils étaient là, il fallait composer avec. Quand il y a eu la question du match de foot de l'équipe parlementaire, ça peut paraître complètement anecdotique, mais vous avez contribué à banaliser en fait leur présence. Non, et au-delà de ça, non mais vous vous en êtes défendu, toujours est-il, oui, vous vous êtes défendu en considérant que c'était tout à fait normal d'y aller. La preuve, tous les députés LREM qui étaient prévus dans le match, ils sont allés. Bon, à la limite, mettons ça de côté. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens votent pour des partis populistes ? En fait, c'est ça la question qui doit se poser, parce qu'ils sont dans une situation de désespérance, parce qu'ils ont le sentiment aujourd'hui que les partis dits entre guillemets traditionnels, La République en marche en tête, parce que vous êtes quand même aujourd'hui en responsabilité depuis 6 ans, il faut quand même pas l'oublier, a une responsabilité majeure. Vous ne répondez pas aux aspirations des Français, vous ne répondez pas à leurs problématiques du quotidien. Et qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui ? On leur dit en fait, cet hiver vous n'allez pas pouvoir vous chauffer, l'inflation augmente, vous n'allez pas pouvoir payer vos courses, vos retraites on s'en fiche, et d'ailleurs la preuve, vous allez travailler jusqu'à 67 ans, alors que quand vous êtes ouvrier, on sait très bien qu'à partir de 60 ans, vous êtes déjà dans une situation où vous ne pouvez plus travailler correctement. Je peux pas vous laisser dire ça. Pardon, laissez-moi terminer ça. Ça vient nourrir en fait un sentiment très difficile pour un certain nombre de nos concitoyens. Moi, je suis élue d'un quartier très populaire du nord-est de Paris. Les gens me disent on en a marre. De toute façon, vous en avez rien à foutre. On est pauvre, on est parqué là-bas au fin fond de la porte de Montreuil ou de la porte de Bagnolet. Personne s'occupe de nous. Et ça, c'est désespérant. Et vous savez quoi ? Ces bureaux de vote-là sont ceux qui votent le plus à l'échelle de Paris pour le Front National. Donc moi, je ne m'y résoudrai jamais. Le combat contre les populismes et notamment contre l'extrême droite doit être toujours d'actualité. Mais pour ça, il faut aussi être en capacité de répondre aux problématiques quotidiennes des Français, ce que vous ne faites pas. Oui, mais je pense que ce que vous faites est assez grave, si je peux me permettre. Parce que vous allez dans le sens du Front National. Vous avez dit deux choses qui sont... Faites très attention à ce que vous êtes en train de dire. Rassemblement national, pardon, je me suis pas mis. Très attention à ce que vous êtes en train de dire. Je vais aller jusqu'au bout de la phrase, moi, parce que je vous laisse... Vous avez dit deux choses qui sont fausses, si je peux me permettre. Qu'on ne fait rien pour les Français. Ah oui, tout va bien pour les Français. Et que la retraite à 67 ans. Le premier texte que j'ai voté moi en tant que parlementaire, c'est un paquet pouvoir d'achat, 20 milliards d'euros sur la table pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. On a augmenté les retraites, on a augmenté les allocations, on a augmenté le point d'indice des fonctionnaires. S'ils ne le ressentent pas, et on c'est a leur baissé. C'est eux qui ne comprennent pas ce que vous faites. Je n'ai jamais dit ça. Je vous ai juste dit que je pense que vous, en tant que responsable politique, vous ne devriez pas aller dans une façon aussi simple dans le sens du Rassemblement national en disant que le gouvernement fait rien. Faites très attention à ce que vous êtes en train de dire. Vraiment, je vous assure. Mais faites ne mettez pas un signe égal entre tout et tout. Pourquoi vous parlez de la retraite à 67 ans ? Faites très attention à ce que vous faites. C'est très dangereux. Voilà pourquoi les gens votent pour le RN. Quand vous mettez un signe égal entre un socialiste républicain et un militant d'extrême droite, vous vous trompez de combat. Il n'a pas dit exactement ça. J'ai jamais dit ça. Donc faites très attention aussi. C'est l'heure de la pub et Régis pourra aussi réagir à ce débat. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h. Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h. La cote d'opinion des principaux partis politiques avec l'effroi donc de Paul Midi à propos des 50 ans du Rassemblement national. Régis de Castelnau, le débat précédent, la pub, ça vous inspire quoi ?
ça m'inspire. Je m'apprête à dire du bien du Parti socialiste, mais grâce à Lamia, je vais pouvoir en dire du mal. Hein. Non, je trouve que le PS se débrouille pas mal et finalement, j'ai un peu révisé mon opinion sur Olivier Faure. C'est-à-dire que il y a eu une OPA sur la gauche, en général la gauche que je mets toujours entre guillemets, par Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu la NUPS. Et aujourd'hui, vu la situation d'LFI et des Verts avec les histoires qu'on connaît, la tartufferie géante, etc., plus les comportements, plus les attitudes, etc., ridicules, et la transformation de l'Assemblée nationale en une espèce de cour de récréation débile, je dois dire que le PS apparaît de nouveau comme une force. Oui. Je parlais de LFI, je parlais pas du PS. Non, je trouve que le PS. Bon, simplement, ma chère Lamia, faut pas oublier que de la situation dans laquelle se trouvent les Français, se trouve la France. Faut quand même pas oublier à qui on la doit. On la doit effectivement aux deux partis qui se fournissaient, comme disait Séguin, chez le même grossiste, c'est-à-dire le Parti socialiste, qui a été aux manettes extrêmement longtemps. Et j'ajoute que M. Emmanuel Macron a été élu en 2017 comme quasiment un candidat du Parti socialiste. Toute son armature politique venait du PS. Donc, moi, je trouve que c'est un peu facile aujourd'hui. Qu'on s'oppose, c'est normal. Comme disait François Mitterrand, quand on est dans l'opposition, on s'oppose surtout. Je trouve ça bien. Cela étant, maintenant, je vais parler 2 secondes de l'effroi du Front National. Alors, c'est vrai que 50 ans, anniversaire, moi, j'aurais été ce qui n'est pas le cas, je n'aurais pas fêté 50 ans. Ça veut dire François Brignol milicien, ça veut dire toute cette matrice initiale avec Jean-Marie Le Pen qui est abominable. Et personnellement, la seule fois où j'ai voté à droite de ma vie, c'est en 2002, au 2e tour pour Jacques Chirac. Vous imaginez. Bon, non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette diabolisation ne fonctionne pas. L'histoire du match de foot, c'est nul. Je suis désolé, vous avez 37% des Français qui disent qu'ils leur font confiance. Vous avez 42 qui ont voté à l'élection présidentielle. C'est-à-dire quand vous sortez dans la rue, vous avez un Français sur 2, voire un Français ou un Français sur 3 qui sont partisans du Front National. Donc, écoutez, comment vous pouvez dire ils ont le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, comment vous pouvez dire on ne doit pas voter, ils ne sont pas nazis que je sache. Moi, dans ma circonscription ici, c'est un jeune policier qui est devenu député. Je discute avec les gens de mon village, c'est normal, avec tout cet environnement. Enfin, je veux dire, ils prennent ça très mal quand on les diabolise, qu'on les traite de nazis. C'est ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, je trouve que facho, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, la démonstration est faite que ça ne fonctionne pas. C'est un vote populiste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur la stigmatisation, sur la diabolisation. Oui, vous voulez. Oui. C'est évident que la stratégie de la diabolisation ne fonctionne pas. Je veux dire, Marine Le Pen a atteint 2 fois le second tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il y a 89 députés élus au Rassemblement national dans un mode de scrutin qui leur est extrêmement défavorable. Donc je pense que les Républicains, même les gens qui ont le combat antifasciste chevillé au corps, devraient quand même s'interroger sur les choix politiques et stratégiques qui conduisent au bout de 50 ans à ce qu'un parti qui faisait moins de 1% il y a 50 ans, aujourd'hui fait 42% au second tour de l'élection présidentielle. Si on est juste dans l'invective, dans le barrage, dans la diabolisation, ça veut dire qu'en fait on a déjà perdu. Je pense que le problème c'est que dans les partis politiques, et j'étais longtemps au Parti socialiste, on réfléchit plus, on pense plus, on n'est plus assez connecté, mais tout parti confondu, à ce que vivent les Français. Et je crois que c'est ça, en fait, que les gens nous font. C'est ça que les gens nous font payer à travers le vote du Rassemblement national. Et comme aujourd'hui, ils n'ont pas le sentiment, dans aucun des partis, que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont tenté l'aventure En Marche, parce que c'était autre chose. C'était une nouvelle boutique. Donc ils se sont dit. On y croit, on a voté à un moment donné LR, UMP, on a vu, on n'a pas été convaincu. On a donné le plein pouvoir au Parti socialiste pendant 5 ans avec François Hollande. Je rappelle qu'on avait aussi le Sénat. Enfin bon, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi prendre sa responsabilité, regarder ce qu'on a fait bien ou pas bien. Tous.
à droite comme à gauche, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si on continue à tenir des discours un peu convenus sur la diabolisation, arrêter de voter, Rassemblement National, c'est des méchants, c'est pas bien, ils vont arriver au pouvoir, c'est tout. Après, quand ils seront au pouvoir, tous les républicains se ressaisiront et il y aura sûrement une plus grande prise de conscience que comment on en est arrivé là. Moi, forcément, ça me satisfait pas de me dire ça. Et y compris sur les institutions, moi j'ai toujours cru que c'était mieux de les laisser en dehors des institutions. Mais aujourd'hui, j'en suis à me dire qu'avec un peu plus de proportionnel, mettre aussi ce parti politique devant ses contradictions, l'obliger aussi à prendre des positions. Est-ce qu'il est pour ou contre l'allongement de la durée de la retraite? Est-ce qu'il est pour ou contre la mise en place de politiques en faveur du développement durable et de l'écologie? On sait bien que c'est un impensé de l'extrême droite française. Mais c'est là-dessus que les Français nous attendent, et c'est comme ça qu'on fera baisser le vote Rassemblement National. C'est en montrant, non pas leur inaptitude à gouverner, mais l'ineptie des propositions politiques qu'ils font. Oui, voilà, moi, c'est modestement ça fait plus de 25 ans que je milite. Mon engagement originel, c'était contre le Front National. Et je fais moi-même mon bilan en me disant, quand je me suis engagé il y a 25 ans, le Front National était à 15%. Aujourd'hui, ils sont dans les seconds tours de l'élection présidentielle. Donc, il faut quand même aussi que les gens de gauche et les autres prennent aussi les bonnes lunettes et arrêtent de s'enfermer dans des discours qui sont les mêmes depuis 25 ans et qui ne marchent pas. Juste pour compléter notre balise d'opinion, le Rassemblement National était à 25% de bonnes opinions en 2017. Il est donc à 37 aujourd'hui. Renaissance, donc En Marche, était à 43. Il est aujourd'hui à 34. Il a perdu 10 points de bonnes opinions. Les Républicains, 31, ça ne bouge pas. Le Parti Socialiste était à 21 et il est passé à 30. Donc il y a eu une amélioration, en tout cas dans l'image. Mais ce 25-37 en une législature, ça interroge très ça doit sérieusement. Faire peur, oui. Bien sûr que ça interroge. Oui, mais attendez, moi, je voudrais... Valérie, une phrase. Qui vote pour eux? Qui vote pour eux? Hein, mon cher Alexis? Des millions de Français, on le sait, Régis. C'est-à-dire les couches populaires qui ont été abandonnées par la gauche, votent pour eux. C'est les quartiers, ce sont les ouvriers, les employés d'exécution des services qui votent Front National. C'est un sacré problème pour la gauche quand même. Moi, la mienne. Justement, en fait, je voudrais réagir à la fois sur ce que disait Alexis et ce que vous disiez, Régis. Moi, je vois pas en quoi vous êtes en colère contre le PS et en quoi ce que je dis contredit ce que vous dites. Justement, dans l'initiative, en fait, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ce qu'on est en train de faire à l'échelle du Congrès du Parti Socialiste? Parce que justement, cette question du droit d'inventaire par rapport aux responsabilités qui sont les nôtres, en fait, ça nous semble être une étape absolument indispensable pour être en capacité de réavancer. Qu'on ait une responsabilité dans le quinquennat qui a été celui de François Hollande, et vous avez tout à fait raison, Alexis, on avait entre guillemets les pleins pouvoirs, donc ça a eu aussi un effet extrêmement déceptif. Ensuite, qu'il y ait eu l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on a sans doute une part de responsabilité. Que depuis 5 ans, on n'ait pas été en mesure de renforcer notre discours pour le rendre plus audible et être en capacité de renouer avec les couches populaires, oui, bien sûr qu'on a une part de responsabilité. Simplement, si on ne se pose pas ces questions-là, si on n'y répond pas dans les prochaines années, il n'y aura plus de Parti Socialiste, et derrière, qu'est-ce qui va se passer? En fait, j'en sais rien. Je suis pas en train de dire que la disparition du Parti Socialiste va tout conditionner, mais je pense quand même que ça peut avoir un impact. Et moi, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que je crois qu'on partage tous l'interrogation de comment est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est en capacité de faire barrage, entre guillemets, à l'extrême droite. Mais peut-être qu'on n'a pas vraiment les bonnes clés en main. Moi, ça me fait assez peur quand j'entends dire qu'il faut, entre guillemets, les laisser prendre leurs responsabilités à l'épreuve du pouvoir. Parce que je me dis, bon, d'accord, mais ça va avoir des conséquences très directes pour un certain nombre de millions de Françaises et de Français. Et je ne crois pas, et je finirai là-dessus, que les gens aujourd'hui qui votent Front National sont tous des fachos ou des néo-nazis. Pas du tout. Pas du tout. 42% à l'élection. Au contraire, je pense que c'est un électorat qui est en rupture avec les partis traditionnels républicains, qui est fâché pour plein de raisons. Et tant qu'on ne sera pas en capacité de reparler à ces millions de Françaises et de Français qui, au fond d'eux, portent une vraie volonté de faire ensemble, eh ben, on continuera la dégringolade pour les partis traditionnels et la montée de l'extrême droite. Et je crois que c'est ça notre responsabilité, c'est rappeler que le RN, c'est l'extrême droite et ça restera l'extrême droite. Alors, je voudrais qu'on dise quelques mots du plan énergétique, du plan de sobriété. Je baisse, il reste 1 minute 30, je suis désolée. Je baisse, j'éteins, je décale. Donc, vous en pensez quoi? On peut dire plus. Non, je pense que c'est très bien. Alors, je rappelle quand même que c'est un plan qui est extrêmement complet, qui a embarqué tous les acteurs, collectivités territoriales, l'État, les entreprises, qui ont participé collectivement à sa construction.
avec beaucoup de mesures très détaillées, vous avez vu dans le plan, on a vu c'est ça qui fait sa richesse. Il y a les mesures qui sont là d'une façon très concrète, mais surtout le fait que tous ces acteurs se sont engagés sur une feuille de route pour la tenir et réussir à aller à une baisse de 10% de nos consommations. Donc je pense qu'il faut qu'on s'engage tous dans ce plan. Vous avez évoqué la campagne je dirais, de communication pour sensibiliser tout le monde. Donc je baisse le chauffage, j'éteins la lumière. Exactement, je baisse le chauffage, j'éteins la lumière, je décale par exemple ma machine. Mais ce matin, l'éditorial d'Yves Tréhard dans le Figaro était plutôt assez bien vu, comme souvent. Il dit on aurait dû se méfier du retour des pattes d'éléphant, car les années 70, c'est aussi le choc pétrolier, l'inflation. Et dans notre pays qui n'a pas de pétrole mais des idées, la chasse au gaspillage revient. Mais il dit aussi les Français paient le prix de l'imprévoyance de leurs dirigeants. C'est-à-dire qu'on est en train de faire peser sur les Français une responsabilité qui n'est pas la leur. C'est-à-dire que on nous pointe du doigt quand même en disant voilà, il va falloir faire des efforts, mais il y a quand même eu des erreurs de fait. Oui, alors. Vous savez, la transition écologique, on la fera tous ensemble. Il faut que tout le monde s'y mette. Pour qu'on arrive, vous savez, l'objectif c'est le zéro carbone à 2050. Et donc nous, on propose une trajectoire qui est d'ailleurs une trajectoire de croissance, mais avec une économie qui devient décarbonée. Et cette trajectoire de croissance, elle passe aussi par plus de sobriété. Et je pense qu'on peut tous y contribuer. Et c'est pas pointer les uns les autres, c'est qu'on est tous acteurs de cette transition écologique. Quel dommage que vous n'ayez pas suivi la trajectoire qui avait été amorcée avec la COP 21 et où, lors du quinquennat précédent d'Emmanuel Macron, un retard colossal a été pris par rapport aux engagements qui avaient été ceux de cette fameuse COP 21. Donc aujourd'hui, c'est très bien, on avance dans le sens de la transition écologique, mais j'espère que vous serez à la hauteur des enjeux de la planète. Et là, c'est pas de la politique. Je pense que le retard, on l'a pris au moment du quinquennat d'Hollande sur le nucléaire à cause des écologistes et on ne se serait peut-être pas dans cette situation-là si on ça a été poursuivi par Emmanuel Macron aussi. Non, nous on a relancé, vous savez, 14 EPR. Un mot rapidement. Non, mais c'est pas un secret que de dire que le quinquennat précédent, puisqu'on peut se renvoyer la balle les uns les autres, mais enfin Nicolas Hulot a quand même balancé sa démission en disant j'y arriverai pas dans ce gouvernement, les lobbyistes ont leur ronde-serviette à l'Elysée et je démissionne parce que entre un lobbyiste et moi, c'est toujours le lobbyiste qui a le dernier mot. L'histoire de Nicolas Hulot était beaucoup plus compliquée que ça. En tout cas, c'était l'habillage politique. Après, il y avait, on l'a su, après d'autres problèmes avec Nicolas Hulot. Même à l'intérieur du ministère, si vous interrogiez les gens sur le travail effectué par Nicolas Hulot. Regardez tous les ouvrages de tous les gens qui sont passés dans les cabinets ministériels. Je pense à un ancien membre du cabinet de Barbara Pompili qui raconte de l'intérieur. 800 jours, il a passé au ministère de l'écologie avec François de Rugy, puis avec Barbara Pompili, et il raconte de l'intérieur comment systématiquement tous les arbitrages politiques ou bureaucratiques finissent au détriment de choix. Mais bien sûr que si, je l'ai lu ce livre, je vais vous l'envoyer, monsieur. Allez, et c'est quelqu'un de chez vous, c'est quelqu'un qui est en marche, qui vient raconter de l'intérieur comment vous êtes incapable de faire des choix courageux. Merci à tous les quatre, très bonne journée. On se retrouve dans un instant avec Mission Média. Au revoir Régis. Sud Radio. Parlons vrai.